Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super organisation criminelle. Prohibé, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. La publicité ne s'est pas trompée sur cet aspect qu'elle souligne à propos des maîtresses. De ce slogan savoureux, il nourrit ses désirs surnaturels de jeunesse et de beauté en faisant d'un collège pour jeunes filles une chambre des horreurs. Au sommaire aujourd'hui de cette deuxième émission consacrée à l'intégrale augmentée de la revue Midi Minuit Fantastique, le volume 4 qui vient de paraître chez Rouge Profond, nous allons retrouver Jean-Claude Romer. On va réécouter en fait Jean-Claude Romer qui avait accordé un entretien à Denis Chollet pour notre émission il y a maintenant plusieurs années. Nous avons décidé en hommage à Jean-Claude Romer qui nous a quittés il y a peu, et aussi en lien avec cette intégrale signée Nicolas Stenzik et parue chez Rouge Profond, de vous rediffuser cet échange aujourd'hui dans cette émission donc un peu particulière qui rend hommage à cet homme très important dans l'histoire du cinéma français et de la cinéphilie française. La semaine prochaine, vous retrouverez Nicolas Stenzik pour la suite et la fin de notre entretien fleuve sur cette intégrale de Midi Minuit Fantastique, le volume 4. It's still over there, and then the footprints leading up to here. Vous écoutez Jean-Claude Romer, cofondateur de Midi Minuit Fantastique, au micro de Culture Prohibée. And then nothing. Alors, moi, avant tout, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai toujours cru aux faits. Je m'explique, c'est un sigle, c'est une image. Aux faits, F-H-E, au fantastique, à l'humour et à l'érotisme. Pour moi, c'était les trois mamelles de la transe, si on peut dire. Donc, c'est ce qui guidait mon intérêt dans la recherche des livres, des objets, au début de ces années 50, puisque j'ai connu le Minotaure à cette époque-là. Et tout simplement parce que je faisais de vagues études médicales et que la faculté de médecine se trouvait rue des Saints-Pères, qui elle-même est très proche de la rue des Beaux-Arts, où se trouvait le Minotaure. Et la deuxième chose, c'est que j'ai toujours pensé à cette histoire que vous devez connaître, qui est un classique de Jean Ray ou de H.G. Wells, l'histoire de ce personnage qui habite dans une ville et puis qui un jour se promène dans la périphérie et tombe par hasard sur une petite boutique où il y a tout ce qu'il avait envie de trouver. Il y a des livres rares, il y a des objets. Alors il est émerveillé, il n'est jamais venu dans ce quartier. Il note bien l'endroit, mais malheureusement, il n'a pas d'argent, il n'a pas son portefeuille sur lui. Et il se promet de revenir le lendemain pour acheter pratiquement tout ce qu'il a vu.
Le lendemain, il revient et malheureusement, la boutique a disparu. Il se renseigne auprès des voisins. On dit non, monsieur, il n'y a jamais eu de boutique. Et c'est pour ça que je fais le lien entre les deux. Moi-même, je me sentais tout à fait dans la peau de ce personnage, mais avec la chance inouïe de retrouver la boutique. Oui, grâce à Dieu, la boutique n'avait pas disparu. Voilà. Pour moi, c'était une boutique magique. Et la boutique a été au centre, j'allais dire, de ma vie, puisque c'est là que tout a commencé pour moi. Mes rencontres, les personnages, comme j'en ai... voilà. Pardon. Et ça, donc en fait, vous vous souvenez de la date, c'était pas... Non, parce que c'est très flou, c'est sûrement... La faculté de médecine s'est ouverte autour de 53-54, et moi j'ai dû débuter la deuxième année, donc c'était autour de 53-54. Et à l'époque, je venais d'avoir un scooter, une Vespa, et je pouvais sillonner Paris. Mais au départ, j'y suis venu comme ça, en curieux, en passant rapidement. Il a fallu un certain temps pour que je devienne plus proche de Roger et de Claude. Claude André était déjà là. Claude André était là. Parce qu'il est venu en 54-55. Mais j'ai pas un souvenir précis des gens qui étaient là au tout début. Moi, c'était surtout ce qu'il y avait en vitrine, ce qu'il y avait à l'intérieur, donc tout ce qui relevait du fantastique, de l'érotisme et de l'humour m'intéressait beaucoup et je trouvais ma pâture. Vous cherchiez déjà des ouvrages précisément avant de connaître la librairie Le Minotaure. Vous aviez déjà comment dirais-je, le déclic du collectionneur. Oui, bien sûr. Du chercheur indépendant. Absolument, absolument, parce que au point de vue bande dessinée, il y avait une revue précieuse qui s'appelait à l'époque Fiction et qui était l'émanation de Mystère Magazine. C'était un certain Alain Dorémieux, que je n'ai pas revu depuis des années, qui était le responsable de cette revue. Et j'avais été un des premiers à mettre une petite annonce demandant des bandes dessinées de l'âge d'or, c'est-à-dire d'avant la guerre de 40, de Flash Gordon, en passant par Pim Pam Poum ou Mandrake le magicien. Et c'était un peu une bouteille à la mer. Et je crois d'ailleurs que le Minotaure faisait passer des annonces sur la boutique dans Fiction et dans Mystère Magazine, comme dans Positif aussi. Donc j'étais un des lecteurs. Donc tout faisait pour que je me retrouve devant cette boutique. Et à la suite, vous voyez que tout se tient, à la suite de cette petite annonce, j'ai reçu un coup de téléphone de Francis Lacassin, me donnant rendez-vous, parce qu'il avait l'intention de créer le club de la bande dessinée. Donc c'était avant 62, c'était en 60-61. Ouais, c'est ça. Nous étions en train de faire le premier numéro de Midi Minuit Fantastique. Donc tout ça est... Mais avant que vous fassiez connaissance avec Boulet, soit vers 58-59, donc avant que vous mettiez la main à ce numéro de Bizarre Boris Karloff, Todd Browning, à la recherche quand même de périodiques, de photos. Là, absolument. Vous fréquentiez déjà le Minotaure. Ah mais bien sûr. 56, 57, 58. Ah oui, mais je le fréquentais depuis 54 même. Mais moins assidûment en passant. Assidûment. Voilà, parce que j'avais pas une chose particulière. Alors là, il s'est passé la chose suivante à propos du numéro que vous connaissez, le numéro de Bizarre, c'est que je venais de voir à la Cinémathèque rue d'Ulm une copie d'un film très rare que personne n'avait encore vu, n'avait encore beaucoup vu, c'était Fricks de Todd Browning. Et j'avais été immédiatement absolument fasciné par ce film dont ne parlait aucune histoire du cinéma pratiquement. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver de la documentation, je vais essayer de rassembler des photos, ce qui à l'époque était invraisemblable puisqu'il n'y avait pratiquement rien. Et je me souviens que je venais à la librairie du Minotaure pour feuilleter des magazines, voir des bouquins, des dictionnaires du cinéma italien comme celui-là. Et avec bienveillance, Roger ou Claude me laissaient prendre des notes, etc., comme j'aurais pu faire en bibliothèque. À l'époque, je fréquentais aussi assidûment la bibliothèque de l'IDEC, qui se trouvait avenue des Champs-Élysées. Et j'étais très lié avec mademoiselle Vérel, qui était la directrice de la cinémathèque, qui me laissait farfouiller dans la documentation. Mais moi, je cherchais un petit peu partout. Donc j'avais réuni une documentation, j'avais écrit un petit texte, j'avais traduit des interviews que j'avais trouvées dans les magazines des années 20 aux États-Unis, ce qui me faisait un petit dossier. Et j'en avais parlé à Claude et à Roger Cornaille, qui m'avaient dit « Ah, ben ça c'est intéressant ce que vous faites là. Il faudrait que j'en parle à Michel Laclos, parce que Michel Laclos est le responsable de la revue Bizarre. »
Alors je dis, bah oui, moi je ne connais pas Michel Laclos, mais... Et un jour, Michel Laclos était présent dans la librairie. Parce que je sais qu'avant, il était vendeur, je crois. Oui, il a été vendeur et assistant mais très tôt, vers 52. Très tôt, moi je ne l'ai pas connu à ce moment-là. 51, 52. Et Michel Laclos m'a dit tout naturellement, ah mais ça m'intéresse, venez me voir, je travaille, il travaille dans une revue de télévision, là. C'est Télémagazine. Télémagazine. Télémagazine qui se trouvait rue Saint-Marc. Je ne sais pas où ça se trouvait, mais Télémagazine, c'est du côté de la rue de Richelieu, par là. Auquel Boulet a d'ailleurs contribué partiellement avec un article sur Vince Taylor. Oui, voilà. Donc, oui, donc tout se recoupe. Je suis allé donc voir Michel Laclos à plusieurs reprises. Et puis, il m'a dit, mais ça m'intéresse beaucoup. Il s'agissait d'un numéro spécial sur Todd Browning. Bon. Revenez me voir, ça m'intéresse beaucoup. Et il me dit, on va faire ça, ça va paraître dans quelques mois. Et c'est à ce moment-là, après, où, au Minotaure, j'ai rencontré un personnage volubile habillé en noir qui parlait assez fort et qui prenait à témoin tous les clients. Bon, Corneille m'a présenté à Boulet. Et Boulet m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Alors, je lui ai dit, je travaille sur un... Ah, il me dit, mais ça m'intéresse. Et c'est lui qui s'est greffé sur le projet. Parce que Michel Laclos m'a dit, oh, Boulet, c'est un exhibitionniste, ce qu'il raconte est sujet à caution, je vois que vous êtes sérieux, vous êtes un historien. Et c'est vrai que ça faisait des années. Et c'est moi. Ça faisait des années que Boulet essayait quand même de faire des incursions et prendre d'assaut la forteresse bizarre. Ça, mais maintenant, je confirme en effet. Je peux le dire. C'est moi qui ai dit, Michel Laclos m'a dit, oh c'est peut-être pas indispensable de prendre Boulet, tout ça, et c'est moi qui ai insisté pour garder Boulet. Donc on s'est bien réparti le travail. Oui. Lui il a fait un petit peu le travail de, d'aboyeur, là, de présentateur. Vociférateur sur le fantastique, comme je dis souvent. Oui. Il a vociféré. Il faisait la parade, comme au Fêtes foraines, il y a celui qui fait la parade, là, le bonimenteur. Je voudrais rouvrir une autre parenthèse, parce que si en effet il y avait peu de choses, il y avait quand même des gens comme Brunius ou Paul Gilson, qui avaient déjà effleuré, déjà sur Fouex, bon, qu'elle avait parlé. Mais quelques lignes. Et en tant qu'extérieurement, sans se pencher sur la personnalité du réalisateur. Ils avaient aimé le film. Oui, ils avaient aimé les surréalismes, bon, tout ça. Ils en avaient parlé. Mais, à ma connaissance, Sadoul, qui était le pape du cinéma, ignorait ça. De toute façon, c'était un film américain, donc c'était péché. Et puis, mais je faisais ça sans beaucoup d'arrière-pensée au début. Et puis quand Laclos m'a donné le feu vert, à ce moment-là, bon, bah alors... Et Boulet m'est apparu comme quelqu'un qui avait d'ailleurs des collections de photos, ou qui connaissait Romy, qui avait des collections de frics, de choses comme ça, disponibles. Et puis voilà comment ça a commencé. Là-dessus, je me retrouve chez Boulet, qui me dit, venez chez moi, je travaille, on va faire une encyclopédie du cinéma fantastique. On va prendre tous les films fantastiques par ordre alphabétique. Et c'est l'histoire de la boîte à chaussures où on mettait des petites fiches. J'allais à la bibliothèque de l'IDEC, je lui ai ramené une moisson de documentation, parce que lui avait des photos qui n'étaient pas légendées, qui n'étaient pas datées. Il avait des extraits de presse qui n'étaient absolument pas indiqués. Il n'y avait absolument rien sur ces extraits de presse. C'était des coupures de presse sans rien. Donc difficilement utilisables. Revenons sur Roger la personnalité de Roger Corneille et sur les ambiances de la librairie Le Minotaure, la littérature, les revues rares, le collège de pataphysie, les choses comme ça. C'était une ambiance. Il était affable, ouvert avec le client, mais c'était un petit peu le côté, entre gens qui connaissaient le sujet, quoi, qui parlaient d'un air entendu de certaines choses. En fait, vous avez tout de suite compris qu'il s'agissait quand même de clubs juxtaposés à d'autres clubs. Oui. C'est ça, une constellation de clubs. C'était des amateurs éclairés qui fréquentaient cet endroit-là. C'était pas simplement des gens qui venaient acheter un livre, des gens qu'on retrouvait. Et c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de venir régulièrement. À la fin, c'est quasiment devenu mon bureau, puisque je fixais un rendez-vous le samedi. Ouais. C'était tous les samedis à partir de 10h jusqu'à midi ou 1h. Et les gens qui voulaient me voir, que ce soit pour telle ou telle chose sur le cinéma, ou bien
Ou la bande dessinée. Voilà. Ils venaient me rencontrer là-bas. Donc tous les gens qui sont passés là-bas le samedi, Rabourdin vous en a peut-être parlé, parce que moi c'était le samedi. Claude Pelly, Et surtout Patrick Brion. Patrick Brion, mais je l'ai pas encore. Patrick Brion, que j'ai côtoyé, avec qui j'ai fait des recherches, qui était vraiment un ami très très proche. En fait, vous avez fait vos armes au Minotaure quand même. Ah mais tout a commencé au Minotaure. Tout commence par la librairie du Minotaure, le Minotaure. Moi je situe ça à partir de 53-54. Et ce qui a donné lieu à la rencontre, par exemple avec Jean Boulet, ce qui a donné lieu également à la rencontre avec les gens de la bande dessinée, puisqu'il y avait Francis Lacassin qui fréquentait aussi assidûment le Minotaure, qui a donné lieu à la fondation du CELEG. Ensuite, c'est parce que je suis parallèlement le numéro de Bizarre grâce à Michel Laclos. Oui, qui met 3 ans à voir le jour quand même. Oui, oui, parce qu'il y avait toujours un numéro qui passait avant. Et aussi, il faut dire que Laclos voulait un peu vérifier qu'il n'y ait pas trop de scories, de vocifération surabondante. Oui, moi j'avais des rendez-vous avec lui où il me disait attention, attention. Et j'ai souvent été obligé de défendre Boulet, en disant mais comptez sur moi pour que les choses soient bien sérieuses, mais Boulet va mettre le côté un petit peu comme ça poétique. Peut-être que vous aviez besoin de temps pour établir un certain nombre de fiches aussi. À l'époque, c'était quand même pas si facile, non Oui, moi j'avais des correspondants aux États-Unis, je suis allé en Belgique, j'ai retrouvé des choses. Oui, mais ça prenait du temps, c'était pas aussi facile que non, maintenant. mais ça aurait pu durer 15 ans hein, aussi. Ouais. C'est sans fin. Là, je continue encore à accumuler des documents sur Todd Browning. Donc, il y avait ça. Gif-Wif, alors, vous voyez... Gif-Wif par fiction, par les annonces... Par les annonces de fiction et les gens que je rencontrais là. Donc, il y avait Jacques Champreux. Jacques Champreux, oui. Hein, donc, je crois qu'il est question aussi là. Donc, je deviens rédacteur en chef de Gif-Wif. Donc, je pense que vous connaissez la collection. Oui, je connais la collection. Je n'ai pas la collection complète, mais il y a une affiche d'une découverture. Ah, oui. C'est vers la fin, ça. Donc, en tant que rédacteur en chef, il y a un anniversaire de Mickey et quelqu'un dit ce serait bien d'avoir une interview avec Pierre Tchernia, qui à l'époque était l'ami public numéro 1. Je dis ok, ben moi je m'en occupe, je vais aller l'interviewer. Et je rencontre Pierre Tchernia qui était au cirque d'hiver en train d'enregistrer l'émission La Piste aux étoiles. On était, ça devait être autour de 65 par là. Ouais. Et on discute, et il me dit, ah ben Gif-Wif, la bande dessinée, moi ça m'intéresse beaucoup, Mandrake, le fantôme du Bengale, et on discute. Mais sa jeunesse à lui remonter, forcément. Voilà, on parle cinéma, voilà. L'interview, ça passe, le petit texte qu'il nous donne passe dans le Gif-Wif, et puis il met mon nom dans sa poche et son mouchoir par-dessus. Et quelques mois après, je reçois un coup de téléphone de Pierre Tchernia qui me dit « Le CNC m'a demandé de faire une émission à la télévision pour faire la publicité du cinéma à la télévision. La télévision a pris beaucoup de spectateurs au cinéma, c'est le moins qu'on puisse faire, c'est de faire une émission qui incite les téléspectateurs à aller au cinéma. Donc, moi, je vais présenter cette émission. Jacques Rouland, qui est un spécialiste des jeux, va fabriquer des jeux, mais on a besoin de quelqu'un qui rédige des questionnaires pour des candidats, parce qu'il y aura des candidats, et quelqu'un qui choisisse les extraits des films, donc qui connaissent un petit peu le cinéma, ancien et récent. Est-ce que ça vous intéresse? Alors, qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai répondu oui. Si j'avais répondu non, tout ça serait arrêté là. Il me dit, mais vous savez, la télévision, c'est aléatoire, ça peut durer 6 mois, 1 an, faut pas rêver, ça a duré 22 ans. Donc, l'enchaînement, Monsieur Cinéma. À partir de Monsieur Cinéma, en 1976, Marc Combier, qui était éditeur à Mâcon, est venu trouver Pierre Tchernia et Jacques Rouland et leur a dit, moi j'ai l'intention, ce qui n'existait pas encore, de faire une collection qui s'appellera Les Fiches de Monsieur Cinéma. Êtes-vous d'accord? Est-ce que si Antenne 2 est d'accord, on le fait? Et ça a commencé en 1976 et ça continue toujours. Et maintenant c'est sur Internet et je suis devenu le responsable
rédacteur en chef des fiches de Monsieur Cinéma. Donc vous voyez tout ça, la continuité. Parce que j'étais à Monsieur Cinéma, j'ai eu des demandes pour faire partie du comité de sélection à la création du Festival d'Avoriaz. Ce qui a et j'ai pas mis tout le reste, mais il y a eu Cognac également. Puis après, il y a eu le Festival de Deauville, bon, etc. Et les fiches de Monsieur Cinéma ont donné lieu, grâce à l'iconographie, à une série de 14 volumes publiés chez Casterman, qui sont là, qui s'appelle Le Tour du Monde. Vous avez l'affiche. Ils sont bien diffusés, et en médiathèque, et un peu partout. Et j'espère. On peut consulter facilement. Vous croyez? Parce que Casterman ne s'est pas donné beaucoup de mal pour faire de la pub. Hein. En tout cas, dans les médiathèques de province, on les consulte facilement. Bon, oui, après, puis je trouve que ce n'était pas une mauvaise idée. Et on aurait pu faire plusieurs tomes de chaque thème. Mais ça s'est arrêté à 14 volumes. Ça venait après l'idée qui préexistait de fiches aussi, si je me souviens bien, chez Casterman, qui était aussi sous forme de... Oui, alors j'avais des dossiers. J'avais travaillé dessus, j'avais fait sur la Hammer Film et sur Todd Browning aussi, sur les cinéastes. Sur les cinéastes, vous vous souvenez, hein, oui, oui. Mais c'était une diffusion plutôt confidentielle. Hein. Confidentielle, mais de qualité. Ah bah oui, c'est vous qui le dites. Hein. Bon, alors ça c'est un exemple pour vous montrer... le fait que, alors pour en revenir aussi la relation aussi à un réalisateur. Donc oui, alors je vais reprendre là. Oui. Ayant rencontré Jean Boulet, je travaillais un jour chez Jean Boulet et j'ai vu arriver deux garçons qui étaient Alain Lebris et Michel Camp, qui étaient envoyés par Eric Losfeld parce qu'ils avaient été le trouver en lui disant on voudrait faire un livre sur Terence Fisher. Et un livre ou une revue? D'abord, c'était un livre. Un livre. Et Eric Losfeld, qui sentait un peu les choses, a dit, mais un livre, on ne va pas faire ça ponctuellement, une fois, un livre. Bon, on va faire une revue, dont le numéro 1 sera consacré à Terence Fisher. Ouais. Si vous avez d'autres idées, ah ben oui, il y aura King Kong, il y aura... Et je dirais pas pour se prémunir, mais enfin pour avoir des garanties, il a dit à ces deux garçons, allez donc voir Jean Boulet, qui en ce moment travaille également à une histoire du fantastique et fait un numéro de Bizarre avec Jean-Claude Romer. Et j'ai vu débarquer les deux garçons un jour chez Jean Boulet, qui leur a fait la visite de ses collections avec tout... qui les a éblouis, quoi. Oui, ben, nécessairement, un peu d'artifice de la rue... Il a agité sa gourmette sur son... C'était la rue Bobillot, là. Oui, moi j'ai connu rue Bobillot, il l'avait emménagé depuis quelques mois seulement. C'est presque à cheval aussi, ça, il venait d'aménager. Et il y avait encore dans la cave, en vrac, des tas de cartes postales, de livres, de choses, même le sol. Même le sol. Donc, voilà Midi Minuit qui commence à se fabriquer, donc chez Jean Boulet, dans son grenier. Et le numéro 1 paraît en avril 62. C'est moins d'une décennie. En avril 62. Donc vous aviez 62 bandes dessinées, 62 ici, et 62 bizarres. Donc voilà mes trois choses à moi, qui étaient importantes pour moi, et tout ça simultanément. Et c'est avec une espèce d'accélération ou de rupture, si on peut dire, à partir de 66, qui est aussi une année charnière où le format de Midi Minuit change, l'idée, la conception change. Philippe Paquet est en train de prendre un peu d'ampleur. Oui, mais... On voit des choses comme Pariscope qui sont en train de naître. Non, mais surtout après la disparition de Jean Boulet ça c'est très vite. De l'ours, parce que, comme il disait, sans mes fabuleuses collections, vous ne ferez jamais rien. Mais en fait, c'était faux. Alors bon... Donc, le Midi Minuit a continué, mais en même temps, il y a eu la programmation du studio de l'Étoile, qui était très important pour Michel Camp et moi, puisque nous avions été demandés par Madame Wasserman, qui était une des responsables du studio de l'Étoile, de faire pour la première fois une programmation de films fantastiques. Il faut bien se dire qu'à l'époque, le cinéma fantastique n'était absolument pas diffusé. Il n'y avait pas de salle. C'était un cinéma qui était limité au Midi Minuit, au Colorado, et le Styx n'existait pas encore. Le Brady. Le Brady, oui, mais... Ouais, mais enfin, là, il s'agissait de prendre des films inédits, de faire des rééditions exclusives, ce que nous avons fait de 68 à 71. Donc en même temps, j'étais avec Monsieur Cinéma, j'étais là, et je reviens un petit peu en arrière, Midi Minuit Fantastique, c'est là où nous avons fait paraître le premier interview avec Jean-Pierre Mocky. Ouais. Il n'avait jamais eu d'interview, il y a eu une quinzaine de pages dans un numéro, et
je me souviens. J'ai sympathisé avec Jean-Pierre et c'est lui qui m'a dit mais vous voulez pas écrire des scénarios avec moi? Alors j'ai longtemps refusé. Vous voyez, le premier c'était en 82, tout en restant très ami avec lui. Et finalement j'ai accepté en 82 et en 87 pour L'Itan et Le Miraculé. D'ailleurs il faudrait bien que j'en fasse un troisième en ce moment. Et donc vous gardez des relations avec Mocky? Ah oui, moi je dîne une fois par régulière. semaine avec lui. Là j'ai encore dîné dimanche avec lui. Mais comme on le voit beaucoup à la télé en ce Ah moment, oui. C'est un très personnage. médiatique. Ah oui. Autant que José Bové pour sur un terrain à côté. Alors justement, je vous ai fait, ça vous amusera, parce que j'ai fait ça, c'est la liste de mes apparitions à l'écran. Et j'ai tourné une douzaine de films avec Mocky et je viens de tourner dans Le Glandeur. Ouais, je t'aime de Alain René, un invité à la soirée. Oui, d'accord, oui, parce qu'il y a des. Effectivement. Ça, c'est des choses de club, hein, si on peut. Le Viager, oui. Des choses que je revois bien. Ouais. Voilà, alors. Céline et Julie. Si ça peut vous amuser, je vous laisse ça. Ah oui, ça, c'est pour moi, c'est. Voilà. Alors, le dernier, Le Glandeur, qui n'est pas marqué là-dessus, mais qu'il faudra indiquer. Donc, vous voyez, la filiation avec le Minotaure, hein, c'est comme un escalier. À chaque fois, il y a une marche qui mène à une autre marche, puis une autre marche. J'ai envie de dire que finalement, au moment du studio de l'Étoile, mais peut-être avant aussi, parce que Midi Minuit, c'est quand même, on est déjà dans le pouvoir exécutif. Mais j'ai presque, avec le studio de l'Étoile, le fait que vous passiez scénariste pour Jean-Pierre Mocky, et le travail qui va être régulier et chronique pour Monsieur Cinémas, on est dans la partie exécutive finalement du Minotaure, j'ai envie de dire. C'est-à-dire tout l'héritage, toute la formation qu'on reçoit au Minotaure, elle se retrouve là, d'une certaine façon, comme étant, comme si on était lâché dans la nature et on fait bien sûr. Oui, vous qui survolez. Oui, absolument. Une façon d'être dans la formation, dans l'épreuve de force, parce qu'il y a un moment où on est aussi dans l'épreuve, dans le creux, et après dans l'exécution. Mais attendez, il ne s'agit pas non plus d'abandonner le Minotaure, parce que jamais j'étais aussi présent au Minotaure que dans ces années-là. C'est pendant toutes ces années-là que nous avions ces fameux rendez-vous, les matinées presque pendant 1 heure ou 2 heures, au studio, au Minotaure, qui se terminait après par un déjeuner dans une brasserie de Saint-Germain-des-Prés, où on avait Léo Mallet, on avait Lacassin, il y avait Tercinet, je ne sais pas si vous le connaissiez, Tercinet. Je connais de nom. Alain Tercinet, il y avait des fidèles qui étaient là, plus d'autres qui s'occupaient de bande dessinée. Enfin, tout ça a continué. Qui était là, Belly? Non, Belly beaucoup moins. Belly faisait que passer. Il passait, mais il n'était pas... Non. Qui vous revoyait comme fidèle, en fait, de cette liturgie? Il y avait Patrick Briand. Patrick Briand. Surtout, moi, c'était le samedi. Ouais. Peut-être qu'il y en a d'autres qui venaient un autre jour, parce qu'il me disait souvent, bah oui, il y a Alain René qui est passé hier. Donc, en passant le samedi, lui ne passait jamais le samedi, pratiquement. Mais j'en rencontrais d'autres. Je rencontrais Jean-Christophe Averti, par exemple. J'ai croisé Henri Janson, j'ai croisé Monica Vitti. Je pense que ça venait aussi du fait qu'il y avait l'hôtel. Ouais. On appelait l'hôtel. C'était un hôtel qui s'appelait l'hôtel où Oscar Wilde était mort. Au bout de la rue. Voilà. Et il y avait beaucoup d'étrangers qui descendaient là et qui automatiquement passaient devant la boutique et venaient jeter un regard. C'est pour ça que Monica Vitti a dû venir. Où alliez-vous déjeuner donc, en quittant le Minotaure? Je ne me souviens plus du nom de cette brasserie, elle a disparu. C'est boulevard Saint-Germain, mais Lacassin vous le dira peut-être, lui. Et la Palette, c'était des incursions Non, la Palette, on n'a jamais vraiment fréquenté. J'y suis allé quelques fois, effectivement, oui. Bon, enfin, c'était pas là. Non, on allait dans une brasserie qui était ni pire ni meilleure qu'une autre, simplement elle était proche. En tout cas, elle a disparu. Elle a disparu, c'est remplacé par un Léon de Bruxelles. Mais comment s'appelait-elle? Le nom m'échappe. C'était au carrefour. C'est Odéon. Odéon, où il y avait Mabillon, là. Carrefour Mabillon. C'était peut-être le Mabillon. Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, en effet, c'est bien Léon de Bruxelles. Oui, c'était à cet emplacement-là. Et c'est là où venait Léo Mallet. C'est là où venait Léo Mallet. Donc on avait réussi à dégeler un peu. Avant qu'il me téléphone toutes les semaines en me disant je vais me suicider, je vais me jeter par la fenêtre. Je lui disais Léo, allez-y. Toute mon histoire là, le montre et même le prouve. Je n'ai cherché qu'à une chose, c'est à faire connaître et aimer ce que je défendais à l'époque, que ce soit la bande dessinée, le fantastique ou l'humour, ou les trois en même temps.
hein, les fameuses fées, là. Fées, Ouais, les fameuses fées. Ouais. Je voudrais qu'on revienne aussi sur d'autres personnalités, et là on va reprendre un petit peu le cours du temps. Des gens comme les gens que vous avez pu croiser ou non à la Brunus. Je les connaissais parce que je lisais les livres, mais pas. Mais je les ai jamais rencontrés. Moi. Janson, oui. Je l'ai croisé, mais je ne vais pas parler, mais il était là. Il était déjà assez âgé quand même. Hein. Mais je l'ai vu à plusieurs reprises. Et Laclos, quand il a publié son Fantastique au cinéma, pour lequel d'ailleurs Boulet semble avoir contribué, au moins pour l'iconographie, puisqu'il... oui, il y avait Romy aussi. Il y avait Romy. Et il avait des Roger collections. Corneille aussi. Roger Corneille, et puis aussi lui-même, Roger avait des collections importantes. Hein. En fait, ils étaient assez peu de collectionneurs sur la place parisienne, et c'était à ce moment-là qu'on venait voir aussi Boulet, non plus comme peintre ou dessinateur, ce qu'il avait été dans l'immédiate après-guerre, mais aussi comme collectionneur. Comme quand même un peu... collectionneur et dépositaire de choses pouvant être utilisées, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces histoires dramatiques. Là. On publie une demi-photo minuscule, on paye 1 million de droits, ou la moitié d'une bande dessinée. Heureuse époque. Et lui travaillait pour des journaux, Jean Boulet travaillait comme auteur pour des journaux médicaux. Il y avait Esculape ou La vie médicale. Et pour lequel il faisait des petits textes qui à l'époque étaient assez peu courants, hein, sur la bande dessinée ou le fantastique, qu'il illustrait soit par des photos de films, soit par des bandes... Et je lui ai souvent donné des bandes dessinées aussi américaines. Je me souviens pour le Poulpe, là, gigantesque, ou des trucs. C'est très bien, maintenant on n'oserait plus faire des choses pareilles. Maintenant il faut demander les droits. Qui est l'ayant droit? Dès que quelqu'un se dit, à l'époque les gens disaient, oh, qui ça intéresse, ça restait limité, donc c'était très possible. Sacrilege! What are you playing in this church? Have you no respect? Do you feel no reverence? And I feel sorry for you and your lack of soul. This organ, the music of this church, these things have meaning and significance to us. I assume they did to you. But without this awareness, I'm afraid you cannot be our organist. In conscience, I must ask you to resign. Oui, moi je fréquentais toutes les librairies, je faisais le tour de tout Paris. Jean-Claude Romet. Mon scooter, je me baladais partout, donc je connaissais bien toutes les librairies. Et la librairie Médicis, c'était une librairie traditionnelle. Où on trouvait donc tous les livres de Sadoul, on trouvait Brasillac, toutes les histoires du cinéma, bon, mais classiques. Mais si vous vouliez trouver des choses un peu différentes, surréalistes, pataphysiques, il fallait aller au Minotaure. Et le Minotaure lui-même se donnait du mal il était dépositaire de choses qu'on ne trouvait pas dans d'autres librairies. Peu à peu, d'autres librairies sont venues et ont fait un peu le même. Non, mais ça c'est beaucoup plus tard, c'est vers le début des années 80, milieu des années 80, les feux je vous parle des années 50. Oui, là vous me parlez des années 50, mais je ne sais pas ce qui se passait dans les années... Il y avait la petite librairie rue de Seine aussi, dirigée par Valérie Schmitt, qui s'appelait, je ne sais plus comment, La Mandragore, non? Non, La Balance. La Balance, voilà. C'était science-fiction. Elle a fait La Balance de 54 à 57, rue des Beaux-Arts. Vous avez dû peut-être, sûrement connaître Sternberg, peut-être à ce moment-là. Je connais très bien Sternberg, oui. Topor en culotte courte, Curval, et André Ruelland. Et puis ensuite, elle a fermé tout simplement parce que Jean Aubier est mort. Elle était plus littéraire que cinéma. Oui, elle était littéraire. Donc moi, j'étais davantage cinéma. Hein, donc c'était le cinéma plutôt que la littérature. Mais je ne sais pas. Essayons d'évoquer. Vous revoyez un film. Vous sortez d'une séance de film, mettons Le Pigeon, ou Il sort pas, soit avec Glassman, puis bon, qui vient de nous quitter récemment, et aller au Minotaure. Vous revoyez franchement une anecdote comme ça des années 60 qui serait liée au Minotaure? Il y en a une ou deux qui vous reviennent en tête? Sortie de film, un avant-film? Non, parce que on parlait... C'est plutôt l'ambiance générale. L'ambiance générale, et c'est plutôt rétrospectif. On n'y allait pas pour parler de l'actualité. L'actualité, bon, c'était à la portée de tout le monde. On y allait pour évoquer des choses... Non, je ne vois pas en train de... Même avec Patrick Brion, on était en train d'évoquer des rééditions de films, des reprises, des choses comme ça. On n'était pas attaché tellement à l'actualité.
Non, j'ai pas le souvenir de ça. Pas d'une actualité liée à la librairie Le Minotaure, en Non, tout cas. non, non. Si ce n'est pour des raisons administratives, pour Gifouif, bien sûr, parce Ouais. que bon, là, ils étaient dépositaires. Ouais, donc, ouais. ouais. Ouais, c'est-à-dire vous avez Midi Minuit et Gifouif en même temps. Mais non, pour moi vraiment, le Minotaure, c'est quelque chose qui était hors du temps. Hein, c'était le temps s'arrête. On peut être aussi bien en 1930 qu'en 1950, en 1920. On peut parler de tout sujet. Vous avez l'impression que c'était lié quand même à la personnalité de Roger Corneille, bien qu'il se soit défendu de... Mais Roger Corneille était toujours en retrait. Moi, j'ai toujours le souvenir plutôt de Claude André. Hein. C'est Claude André qui était avec moi très libre, on parlait. Je me disais, tiens, il faut que j'aille téléphoner ou j'aille prendre un verre, tu veux garder la librairie pendant 5 minutes. Et je restais là, et les gens venaient me demander un truc, quoi. Ça m'arrivait souvent, ça. Mais Roger Corneille est très en retrait. Oui, puis si bien qu'à la fin, parce que je crois qu'il préférait aller au Racing, à la piscine du Racing, où jouer au tennis. Il était classé. Oui, mais moi, alors moi, je lui parlais jamais de ça, parce que le sport, moi, C'était pas bon. je dois d'être ce que je suis devenu, je n'en ai jamais fait. Oui, No c'est sport. Mais enfin, lui, apparemment, il était quand même... il tenait à... Oui, c'est drôle, hein, même d'ailleurs, qu'il à soit... Claude André aussi, d'ailleurs, hein, parce qu'il continue l'exercice de la culture physique. Et c'était difficile de parler de l'actualité, parce qu'il ne suivait pas l'actualité. Vraiment, il ne suivait pas l'actualité du cinéma. Oui, il se laissait traverser par l'actualité. Mais non, mais je n'ai pas le souvenir qu'il m'ait parlé de films qu'ils avaient vus dans la semaine, ils n'avaient pas le temps. Les salles que vous fréquentiez plus assidûment à ce moment-là? Ben, il n'y en avait Vers pratiquement 58, pas. 59, 60. Il y avait le midi minuit. Midi minuit, et pour les exclusivités, Et pour les films qui n'étaient pas des films fantastiques ou des films d'épouvante que vous aviez envie de voir. Ah ben alors il y avait toutes les salles ordinaires, hein, Balzac, Eldersk à la Vivienne, Marignan, Marivaux, Colisée. Pour vous, c'était égal, quoi. Ah oui, parce que moi je suivais le cinéma, pas seulement le cinéma. Aller voir James Bond contre Dr No en 61, c'était égal, quoi. Une salle ou une autre, il n'y avait pas particulièrement de... Mais moi, j'ai jamais été fétichiste d'une salle, moi. Ce qui m'étonne beaucoup maintenant, c'est que les gens, ils vous parlent davantage de la salle, du contenant que du contenu. Or, moi, ce que je voulais, c'était avoir un cinéma chez moi. Moi, je suis parfaitement heureux d'avoir un grand écran chez moi. Le côté convivial et tout ça imposé, c'était plutôt imposé qu'une contrainte, qu'une liberté. En tout cas, j'étais de la tradition, vous savez qu'on oppose Lumière et Méliès. Hein. Oui. Moi, j'étais pas du tout Lumière, j'étais Méliès. Hein. Oui. Vous savez qu'il y a d'un côté le spectacle. C'est pas possible de vous poser la question. Non. Et alors, ce que j'ai toujours regretté et par la suite, c'est les gens qui se disaient amateurs de cinéma et qui en fait n'avaient qu'une idée, c'est supprimer tout ce qui faisait au cinéma l'intérêt du cinéma, c'est-à-dire le spectacle pour moi. Je sais pas si je vous le disais, ça me faisait penser aux savants dont parlait Alphonse Allais, qui avait supprimé, qui avait découvert un procédé qui permettait d'ôter au caoutchouc l'élasticité qui le rendait impropre à tant d'usage. Alors tous ces gens-là veulent retirer du cinéma le spectaculaire. Et alors, qu'est-ce qui reste? Il reste à l'écran blanc. Qui est hélas l'essence du... Ils n'ont qu'à faire autre chose, ils n'ont qu'à faire de la peinture, de la sculpture, écrire des romans, si ça les gêne tellement que ce soit un spectacle. On est aux lisières, à la lisière effectivement, du mode d'expression, mais hélas, ça ne fonctionne pas. Mais justement, fantastique humour et érotisme, ça se rattache davantage au spectacle du cinéma dit fantastique. Oui, mais alors ça veut dire que... On montre les choses. Au moment où vous aviez au temps fort de ces réunions du samedi matin et de ces réunions hebdomadaires, puisqu'on parle de la lisière d'un certain cinéma, est-ce qu'il était question parfois de discussion autour de Jean-Marie Straub? Jamais. Ouais. Jamais. Mais je crois même que notre ennemi, c'était Bresson, sa descendance, Bresson, les Téchiné, les Assayas et tous ces gens-là, qui moi je trouve ça mortellement ennuyeux. Moi je le dis, ça m'intéresse pas ça. C'est pas un cinéma qui me passionne. Céline et Julie, vous avez revu depuis le... Parce que c'est pas nécessairement non plus... Ah oui, mais c'est différent parce que Rivette faisait un cinéma, en tout cas, qui était un cinéma d'action. Il se passait des choses dans Céline et Julie. Oui, c'est vrai. Moi, en l'ayant revu à la télé, mais il faudrait que je le revoie une troisième fois et ça m'est arrivé... C'est le domaine du rêve aussi. Le domaine du rêve.
Enfin, Bresson, quand même, Guylain Cloquet pour Au hasard Balthazar, ça c'est quelque chose qui tient la route. Oui, Même mais il y a si des choses qui me touchent pas, c'est moi. presque- Non, moi non plus, mais c'est vrai que c'est presque, photographiquement parlant, c'est presque un film fantastique. Bah oui, mais C'est ça que j'ai envie de Oui, Et la narration. Mais je vais vous dire une chose, moi, déjà pour les besoins de Monsieur Cinéma, j'étais obligé de tout voir. Hein. Donc je voyais tout. Là, Non, mais non. Non. Moi je vois tout et je continue à voir tout le cinéma. Il y a des gens qui se sont arrêtés. C'est pour ça que je dis je ne suis pas cinéphile, je suis cinéphage. Le cinéphile, il a sa portion du cinéma et point final, il n'en démord pas. C'est le cinéma américain, c'est le cinéma anglais, c'est le western ou c'est tel genre. Et puis en dehors de ça, il ne voit rien. Ou il s'est arrêté au cinéma avant la nouvelle vague. Moi, je continue, il y a des choses que j'aime et que je n'aime pas, je vous donne mon goût à moi, c'est tout. Et c'est pour ça que je me suis trouvé en plein accord avec quelqu'un comme Jean-Pierre Mocky. Qu'est-ce que, actuellement, qui pourrait être dans l'héritage je dirais pas du goût de Jean-Claude Romer, mais du goût, dans l'héritage direct de la librairie Luminotor, un film comme Blood Simple des frères Cohen, est-ce que c'est une chose qui paraît très... Mais maintenant, ça s'est tellement diversifié, il y a tellement de genres, de sous-genres, de... Non, mais par exemple, Blood Simple des frères Cohen. Oui, oui. Moi, ça me paraîtrait. Oui. Moi, en tant que client, je dirais. Oui, ça, alors je dirais, on est, plus, c'est dans l'héritage. on est encore plus proche de John Waters, par exemple. Des premiers films de John Waters. Pas qui étaient à la fois. Oh non, je trouve qu'il baisse Cecil beaucoup. B. Demented. Oh oui, c'est Cecil B. Demented, je trouvais ça. Même le précédent. Insuffisant même pour John Waters. Oh oui, Pecker aussi, le précédent. Là, ça baisse. Non, mais je parle des précédents. Enfin, c'est normal, hein, un auteur, et c'est difficile pour lui de se maintenir toujours au sommet. Hein. Moi, je voudrais on revient à Roger Cornell lui-même, l'œuvre secrète de Roger Cornell, c'est-à-dire l'œuvre qui est la moins spectaculaire et qui pourtant va taillante dans les trimestres à venir, c'est-à-dire les collages, la conscience cinématographique et la conscience narrative de Roger Cornell lui-même, parce qu'il existe une œuvre, ces collages qui sont remarquables. Alors justement, en fait. Ça, vous en aviez, écoutez, vous avez découvert au fur et à mesure. Vous me parlez des collages, mais j'arrivais dans le magasin, il était là, à son bureau, là, derrière la caisse, il écrivait, il était en train de faire des choses comme ça, et quand on arrivait, il rabattait ça, puis c'était terminé. Vaguement, j'ai entendu dire, mais Claude André faisait ça aussi. Oui, il faisait à deux, c'était bicéphale. Hein, je crois qu'il faisait... Il y a 3 boîtes, mais il existe 3 boîtes. J'allais pas me pencher par-dessus son épaule pour voir ce qu'il faisait et pour lui dire, ben, qu'est-ce que c'est. On était discret, on n'en parlait pas. Pour la petite histoire, Claude André est sur le point de faire cadeau l'ensemble des 3 boîtes au musée de Lausanne de l'art brut. Donc c'est dire. Non, il me donnait l'impression, enfin Roger ou Claude me donnait l'impression, tout en parlant, de griffonner comme on fait au téléphone, machinalement avec un crayon. Alors, en effet, je n'ai jamais eu conscience. Il griffonnait les comptes et les chiffres, c'est-à-dire et ce que devait le client, mais en réalité les dessins sont du Pré-Druillet. Non mais parce que moi, je les ai construits, c'est pas possible. Mais nous n'en avions absolument pas conscience. Pas conscience. Pas du tout. L'œuvre de... Donc en fait, le collage de... Qui a suggéré la couverture de Gifouille, qui est admirable d'ailleurs, un des derniers... Oui, bah, c'est lui. Je crois que... Non, ça s'est trouvé comme ça. Je ne sais plus qui a dit ça, effectivement, dans le format horizontal. Format à l'italienne. Oui. Je ne sais plus. Avec les hommes portés qui sont qui correspondent pas aux personnages principaux. Oui, c'est vrai, vous voyez, vous m'y faites penser là, c'est vrai. Mais c'est pas vous qui avez suggéré ça. Hein. Forcément, parce que vous ne le voyez pas, il cache. Mais je me souviens plus comment ça s'est passé. Ça fait un bout de temps déjà. 66, ça nous ramène loin. Ouais. Il y a bien quelqu'un. Oh, tout le monde. Non, mais je crois qu'on a tous été emballés. Je crois qu'à l'époque, c'est peut-être Tercinet qui était le maquettiste et qui a dû dire, ah ben, faudrait lui poser la question. Oh. Alors s'occuper d'érotisme et de bande dessinée à l'époque, c'est vraiment... chercher la difficulté. Chercher à être lapidé. Oh là, parce qu'autant on peut parler maintenant de film X ou parler de bande dessinée, hein, c'est bien vu. Maintenant, des gens de 40-50 ans, pour eux, il n'y a pas de problème d'aller acheter un album de bande dessinée. Je viens de passer, pas plus tard qu'hier soir, dans l'émission Mauvais Genre, au pluriel. Mauvais Genre, effectivement, où on parlait de bouger. C'est pour ça qu'il est difficile de choquer. C'est bien curieux. Non, c'est très difficile de choquer. Ah ouais. Moi, je crois qu'il serait très triste. Breton lui-même, il n'était pas encore décédé, disait à Max Ernst, probablement vers 64, entre 67 et 66, puisqu'ils sont morts en 66,
qu'il était devenu impossible de choquer. Et on était en 64-66. Donc ça vaut, je vous redonne simplement les dates comme repère. C'est-à-dire qu'on choque avec d'autres choses, d'autres moyens peut-être. Il y a des choses qui ne choquaient pas avant, qui choquent maintenant peut-être, je ne sais pas. Ouais, nous, parfois il suffit de décaler un oui, il y a un glissement. Mais on faisait ça naturellement en fait, c'était pas pour le besoin de choquer ou de provoquer. On s'intéressait à des choses que nous aimions certaines choses et nous essayions de les faire connaître. Faire connaître la bande dessinée, faire connaître le fantastique. Ben, c'était notre propos, hein, c'était dans le contrat, ça, hein, dans le cahier des charges. Pourquoi on avait créé Gifrif, hein, c'était pour ça. Bon, ben, Midi Minuit, c'est pareil, le fantastique n'existait pas. Maintenant, il est partout. Les majeures compagnies font des films fantastiques qui gagnent des millions de dollars, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'était autant d'emporte le vent à l'époque. Oui, Massacre à la tronçonneuse a été fait avec un budget relativement cheap et bon, il a fallu attendre, je crois, une dizaine d'années pour que effectivement le réalisateur retrouve un peu de sous investis. Une chose que je voudrais savoir, Lee Falk est venu faire une signature en 66 au Minotaur. Moi je connaissais bien Lee Falk, c'était devenu presque un ami et je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Lacassin le connaissait très bien et le pilotait dans Paris. Et Robert Floret aussi qui était un ami de Lacassin. Ouais. Ah non, on a fait beaucoup de choses pour la bande dessinée. Vous vous souvenez de cette signature au Minotaur vous revoyez un petit peu oui, c'est possible. La session, j'ai envie de dire, jazzistique. Ouais. Non, on avait eu des déjeuners ou des dîners avec Lee Falk, c'était plus intime. Il y a eu une interview faite par René, peut-être. Oui. Bah, tout ça, c'est dans Gifrif. Moi, j'avais un beau comité de rédaction, hein, quand même. J'avais Alain René, il y avait le père de Patrick Brion, oui, bien sûr, qui nous avait fait un article sur Félix Le Chat. C'était quand même dangereux pour lui, pour sa réputation à l'époque. Hein. Je me souviens encore avoir été trouvé Raymond Queneau pour lui demander son parrainage. On avait des gens bien. Notre idée, c'était de trouver, pour dédouaner ce genre, que ce soit le fantastique, la bande dessinée, des gens reconnus intellectuellement et honorés et honorables. Ce qui laissait des gens un peu méditatifs, en disant comment, alors... Fellini, Delphine Seyrig, Edgar Morin, alors si ces gens-là, Fulchignoni. Si ces gens-là quand même défendent, y a-t-il un cinéma différent à défendre? Et il y a toujours, à toutes les époques, il y a toujours eu des films qui passaient inaperçus, et les gens qui vous disent « Oh, le cinéma n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans, il y a 30 ans », je dis « Mais il y a 20 ans, on disait la même chose. Il y a 20 ans, il y a 40 ans, les gens vous disaient « Oh là là, le cinéma n'est plus celui que j'aimais, tout ça. » Je disais, en 1930, il y a des gens qui venaient vous dire « Pour moi, le cinéma, c'est l'art muet. À partir du moment où le cinéma se met à parler, je n'irai plus jamais au cinéma. » Est-ce qu'actuellement, il y a des jeunes cinéphiles qui soient capables de défendre à la fois Le Baron Fantôme et un film de John Waters? Voilà, c'est ça. Maintenant, on trouve des gens qui défendent n'importe quoi et le contraire. Non, sans que ce soit n'importe quoi, par amour, par cinéphilie, oui, moi je crois, par cinéphilie, qui est une maladie, qui est une vraie maladie, mais qui est une bonne maladie, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la cinéphilie? C'est une bonne maladie. Oui, mais c'est une maladie élitiste. Moi, je ne suis pas cinéphile. Je suis cinéphage, je le répète. La cinéphagie, il y a la cinéphilie. Non, il y a des films que j'aime, mais moi, cinéphilie, c'est un mot que j'aime pas. Je ne suis pas cinéphile. Les cahiers du cinéma étaient cinéphiles. Parce que le cinéphile, c'est celui qui dit « Ah, ce film-là, alors là, j'irai sûrement pas le voir, d'ailleurs, je ne l'aimerais pas. » Non, mais... Alors, on va revenir à quelqu'un qui a occupé la scène de ces années, fin des années 50-60, c'est Boulet. C'était « Je n'aime pas le Jeanne d'Arc de Dreyer, point ». Donc, en principe... Je crache sur le Jeanne d'Arc de Dreyer. Je crache. Donc, en principe, quelqu'un qui a forcément 20 ans de moins que lui n'a pas à aller voir le Jeanne d'Arc de Dreyer, on est bien d'accord. Restauré ou pas. Puisqu'on vient de le voir pas plus tard. Écoutez, moi, je vois des films que je n'aime pas. Je ne sais pas parce que je suis masochiste, mais je veux m'informer. Prenons le Dreyer, prenons ça, par exemple, le Dracula, le Nosferatu ou Herzog. Je reconnais le droit à tout le monde d'aimer ou de ne pas aimer tel film.
je parle, je dis moi j'aime ou je n'aime pas. Mais je dis pas ce film est ceci ou ce film est cela. Le film, il est ce qu'on en fait. Quand vous avez été amené à faire des scénarios pour Moki, qui est lui-même quand même quelqu'un qui est assez Ah bah comme on dit, locomotive. quand on a travaillé avec Moki, on peut travailler avec n'importe qui. Alors là, vous connaissez des anecdotes avec Moki, hein. Oui, mais enfin moteur. Oui, mais Moki, j'étais là, hein, c'est un versant distinct de celui de René, quoi. Oui, mais c'est aussi du cinéma. Il y a certains films de René qui sont extraordinaires. Il y en a d'autres qui le sont moins. Ouais. Mais moi, je ne défends pas la politique des auteurs. Pour moi, chaque film est indépendant. On a, a priori, on a une opinion favorable sur un auteur ou un réalisateur, donc on est plus ouvert. Donc là. Mais il y a des films de certains réalisateurs que j'aime et d'autres que je n'aime pas. C'est pour ça que je n'aimais pas les cahiers, la politique des auteurs, ça ne veut rien dire. D'admettre que tout ce que fait un tel est génial parce que c'est un tel. À laquelle devait surenchérir positif et ainsi de suite, donc avec un ping-pong. Oui, bon. Non, je crois que c'était la liberté. On est tous très libres et chacun choisissait ses films. Les goûts de... Est-ce qu'il vous revient des goûts... discuter avec vous de Roger Cornille, des goûts cinématographiques, puisqu'il avait une collection d'affiches de cinéma de 1890 à 1930, sur le mieux. Il n'allait plus au cinéma régulièrement, il était plutôt... il vivait sur le souvenir d'un cinéma, du cinéma de sa jeunesse ou d'un cinéma d'autrefois. Donc assez proche de Boulet, finalement, dans le... Assez proche de Boulet, mais je ne connaissais pas vraiment ses goûts. Claude André me semblait ouvert à beaucoup de choses au cinéma, mais c'était pas des dévoreurs de pellicules. Vous n'avez pas souvenir d'avoir été voir un film avec Claude André? Ah, jamais. Ah non. Non. Et même non, mais un film et un, ah non, non. C'était dans la boutique, il y avait Claude André, il y avait Corneille, et en dehors de ça, c'était terminé. Est-ce que Corneille, finalement, serait pas une sorte de dernière, d'ultime définition de l'énigme, du mystère, Mystery Magazine? C'est une énigme, c'est vrai. On ne peut pas mieux qualifier Roger Corneille que de réservé. C'était quelqu'un de secret, de réservé, qui en même temps était dans une boutique où il recevait des clients, donc il ne pouvait pas être désagréable. Mais il devait avoir ses idées et il les gardait pour lui. Et il nous regardait, il nous écoutait avec bienveillance, avec amusement parfois, parce qu'il devait en entendre des histoires. Il devait en entendre. Mais ils entendaient quotidiennement, forcément. Ah oui. Au moins 5 jours sur 7. Ça me faisait penser à Losfeld aussi, qui allait jamais au cinéma pratiquement. Et on lui racontait les films, et puis il les racontait aux autres comme si c'était lui qui avait vu le film. Je me souviens de l'histoire, ça c'était extraordinaire, Quel souvenir sur le terrain vague, le terrain vague d'abord de la rue? Alors terrain vague, moi j'ai connu rue... C'est vrai? Non. Au coin de la rue d'Assas, c'est la rue du Cherche-Midi. C'était rue du Cherche-Midi. Rue du Cherche-Midi. Même presque à l'angle de la rue. Alors moi j'ai le souvenir de Losfeld avec les pieds, parce qu'il avait un pied qui était défectueux. Il avait un ou deux pieds allongés sur la table tout le temps. Et puis il trônait comme ça, et il accueillait les gens. Et chacun venait parler de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait lu, etc. Très différent de l'accueil chez Corneille. L'accueil était plus, comment on pourrait dire, plus engagé aussi. plus engagé. Oui. Et puis... il n'y avait pas un projet Jean-Claude Romer, Michel Camp chez Losfeld qui a chopé quelque chose, non? Il n'y a pas eu quelque chose comme ça? Il devait y avoir un livre sur les vampires. Sur le fantastique, oui, sur les vampires. Ouais. C'est Boulet qui voulait absolument qu'il y ait un livre sur les vampires. Je lui dis, mais moi, ça ne m'intéresse pas outre mesure. Mais si on va l'annoncer, on va l'annoncer. Alors, il a été annoncé, il y a eu une page entière dans Midi Minuit. Jean-Claude Romer. Il semble que Roger Corneille n'ait jamais lui-même vraiment franchi les frontières proches pour aller soit chez
Valérie Schmitt, soit c'est Roger Cornat, soit c'est chez Losfeld, etc. Non, il restait. J'ai l'impression qu'il y a une réciprocité. C'est qu'en fait que les uns et les autres c'était difficile de quitter son magasin. Ouais. S'observer à distance. Et puis quand il quittait son magasin, c'était pas pour aller dans un autre. Ouais. Non, il devait avoir peut-être son jardin secret, Corneille. Et nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg Corneille, c'est-à-dire la présence physique derrière un bureau avec un crayon comme ça, faisant oui, oui, c'est tout. Mais c'était très difficile d'avoir une conversation. Non, mais je dis ça parce qu'il y a aussi le procès Clouseau de la classe 1 et Bellour chez Losfeld. Bon, il y a des choses, il y a des passerelles, quoi, si je puis dire. Bon, à un certain moment, pendant un petit laps de temps. Alors, je reviens sur autre chose aussi. C'est en même temps que j'étais rédacteur en chef, co-rédacteur en chef à Midi Minuit. J'étais donc rédacteur en chef ici, et j'étais responsable d'un numéro de Bizarre qui, ô horreur, était publié par Jean-Jacques Pauvert. Oui. Jean-Jacques Pauvert était l'ennemi intime de Losfeld. Vous imaginez que avoir un pied dans chaque tombe, c'était extrêmement délicat de ne pas choquer la susceptibilité de l'un ou de l'autre. Puisque c'était Bizarre qui était publié là, et Gifouif ensuite chez Losfeld, chez Jean-Jacques Pauvert. C'est Jean-Jacques Pauvert qui publiait Gifouif. Ouais. Et en même temps que j'étais là, j'étais le seul à être publié chez les deux. Vous imaginez les acrobaties? J'ai appris par Dominique Rabourdin hier. On mettra ou on mettra pas ces anecdotes, on verra plus tard, on triera. Qu'en fait, le piratage d'Histoire d'eau par Losfeld, le piratage d'Emmanuel par Pauvert existait d'un commun accord et pour le compte de l'imprimeur. Je ne vais pas vous apprendre que l'imprimeur, c'est la première personne qu'il faut payer. Rubis sur l'ongle. Non, mais à ce propos, je vous signale que la revue Bizarre avait été créée par Losfeld. Le numéro 1 a été fait par Losfeld et il y a eu un autre numéro 1 qui a été fait par Laclos chez Jean-Jacques Pauvert. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net et la revue Prime Cut. Pour plus d'infos, rendez-vous sur theextasyoffilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Avec The Last But Not The Least, le concours de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.